Donc, Ok. beaucoup de monde aujourd'hui, pas mal de choses. Donc, on se donne un objectif de moyens par rapport au fait de répondre à toutes les questions a posteriori. Pas forcément un objectif de résultat parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de questions à notre avis. C'est plutôt un bon signe que l'adaptation soit aussi populaire, ou peut-être un signe que maintenant ça devient un petit peu urgent par rapport à l'atténuation. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Nous, on a un cabinet de conseil qui est basé à Chambéry, dans les Alpes. On a des clients un petit peu partout dans le monde, des États-Unis jusqu'en Pologne. Notre background industriel fait que beaucoup de nos clients sont des entreprises, pour beaucoup dans l'énergie, la transformation de matière ou des services qui soutiennent cette activité. On est une entreprise à mission, donc dès le début, en fait, on s'est dit que les deux axes sur lesquels on allait travailler, on a un cabinet de conseil climat, mais les deux axes sur lesquels on allait travailler, c'était l'atténuation et l'adaptation. Donc, on veut construire un monde adapté au climat et neutre en carbone en 2050, ce qui se traduit en fait finalement dans la plupart des projets qu'on fait. On a des projets d'atténuation et aussi déjà des projets d'adaptation. On a un réseau, on sait qu'on ne peut pas faire tout ça tout seul et on est très très content d'avoir trouvé des réseaux comme ceux de la PCC Accéléra, ou ID, la French Tech, pour pouvoir à la fois bénéficier des réseaux, s'appuyer sur eux dans nos projets, tout en aussi participant à une montée en compétences et en sensibilisation de ces réseaux-là. Rongui, c'est du chinois, et ça veut dire simple ou probable, et les deux idéogrammes mis ensemble portent l'idée de s'approprier le changement. Et on trouvait que c'était une bonne représentation de ce qu'on devait faire, parce qu'autant dans l'atténuation que dans l'adaptation, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà là. Essayer de surfer ces vagues-là, essayer de surfer les conséquences et de les gérer, est sans doute meilleur que d'essayer d'y résister. Euh, on a dit on avait un background industriel, donc on va peut-être revenir sur l'exemple du risque industriel, parce que finalement, beaucoup des choses qu'on a développées s'appuient sur cette expérience-là. Donc, il y a quelques photos qui illustrent un feu de raffinerie à gauche, un accident de la route et un accident de personne. Là, on voit quelqu'un qui est inanimé. On ne sait pas s'il a glissé de l'échelle ou s'il est entré dans une zone ou un secteur où il y a eu une fuite de CO2, une fuite d'azote qui l'a rendu inconscient. Quand on travaille dans une industrie, on travaille dans des sites Céveso seuil haut et un certain nombre de sites dans le monde qui s'y apparentent. La sécurité, c'est pas un vain mot. Et en fait, on s'est appuyé sur cet exemple du risque industriel pour construire un certain nombre de méthodes. Et quand on regarde comment est-ce que le risque industriel est géré, comment est-ce qu'on est arrivé, là c'est le cas des États-Unis, à faire progressivement baisser le nombre de décès dans le cadre professionnel, bah, ça s'appuie sur un certain nombre de choses qu'on connaît bien à la PCC, que les cabinets connaissent bien. On fait de la sensibilisation au départ pour expliquer tout ça. On fait des mesures, des suivis, parce que sans indicateur, c'est difficile de savoir où on va. On met des actions collectives. Par exemple, au niveau des transports, c'est en général souvent des actions qui sont menées au niveau des fédérations pour essayer de réduire le nombre d'accidents, mais aussi au niveau des comportements individuels. On parle de système et de comportement, on parle de matériel et d'humain. La transformation, ce n'est pas que aller renforcer, remonter une digue pour se protéger du climat, mais c'est aussi changer notre approche par rapport à tout ça. Et on s'appuie sur des méthodes. Et en fait, beaucoup de ces méthodes-là du risque industriel s'appliquent très très bien et se translatent très très bien à la gestion du risque climatique et aussi à l'atténuation. Donc en fait, on s'est vraiment appuyé là-dessus. Alors, le contexte de l'adaptation, je pense que c'est un graphe que tout le monde connaît, hein. C'est les différents scénarios de projection des gaz à effet de serre envisagés par le GIEC, là, où vous savez, le petit chiffre, le fameux petit chiffre du forçage radiatif, qui se traduit par potentiellement une évolution de température plus ou moins haute selon les cas. Alors, si on est très élevé, si on dit le business as usual, là, le scénario en 8,5 watts par mètre carré, on va se trouver avec des risques physiques très forts, une exposition directe aux implications de ces changements physiques. Ça veut dire que les entreprises et les collectivités vont être directement impactées par des phénomènes qui sont très, très intenses. Alors, ils peuvent être chroniques, c'est une déviation progressive de la température, un changement des précipitations, une baisse progressive des niveaux des rivières, ou aigus. On va avoir des catastrophes, on va avoir des sécheresses, on va avoir des inondations, on va avoir des gros orages. Si on est super efficace, la PCC, on est très très bon dans l'atténuation, donc on va accompagner tout le monde et puis tout le monde va faire ça dans le monde entier. Si on est très très efficace et qu'on va vers un monde qui est plutôt moins chaud, donc on arrive à être en ligne avec les accords de Paris, bah là il y a plus de risques de transition.
parce que ça veut dire qu'on va accélérer un certain nombre de choses. Les réglementations risquent d'être extrêmement contraignantes, il va y avoir des choix sociétaux qui sont faits, des modes de consommation qui changent, un prix de l'énergie aussi qui va fluctuer, on va s'appuyer plus sur des ENR. Tout ça va avoir des conséquences qui vont être très fortes. Donc, euh, quel que soit le scénario qu'on envisage, on se rend bien compte qu'il y a des risques par rapport à tout ça. Le, le, le fond, le fond de tout ça, le backdrop, c'est quand même un épuisement des ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables, hein. On sait que la biomasse est soumise à un stress important. Avec le changement climatique et en soi, on va en faire beaucoup plus. Avec le RE2020, on utilise plus de bois pour construire les bâtiments. Ça veut dire qu'il y a moins de bois pour potentiellement envisager un certain nombre d'autres méthodes pour atténuer ou pour s'adapter. Pour ce qui est des non renouvelables, on a fait une webconf avec la PCC où on parlait de la transition pétrolière et de la raréfaction du gaz et du pétrole, qui est bienvenue d'un côté, mais qui d'un autre côté va extrêmement stresser un certain nombre de, de systèmes qu'on connaît bien aujourd'hui. Alors, l'adaptation, le changement, c'est maintenant. C'était un slogan à une époque, je crois. Ben, on voit que les changements sont déjà là. C'était les prévisions de 2020, qui ont été faites en 2022 pour août 2050, hein. TF1 fait plusieurs fois des exercices prospectifs comme ça qui étaient assez intéressants, puis qui montraient à quoi allaient ressembler les températures dans un avenir lointain. 2050, ça paraît très très loin. Ben, en fait, non, c'est déjà là, hein. Buis-les-Baronnies a atteint 44 degrés en 2019. Saint-Chamas, c'était presque à 45 en 2022. Brest a atteint presque 40 degrés en 2022. Biarritz 43 et enfin le record de température, Vérargues avec 46 degrés. Donc on continue, on se rend compte que tout ça est déjà en face de nous et le fait qu'il y ait plus de 200 personnes connectées aujourd'hui montre qu'il y a bien une prise de conscience par rapport à ça. Euh, la Je reviens sur la PNACC2, mais en gros, elle a dit, ben, en fait, ces impacts, on les voit en France, on les voit en France métropolitaine, mais aussi dans les dom-toms, qui vont être soumis à un certain nombre de phénomènes plutôt de type aigu. Mais la déviation des températures, elle est là, et on sait qu'elle est plus importante en France qu'en moyenne dans le monde. On voit baisser les niveaux d'enneigement à moins 40 cm. En Météo France, par exemple, on a fait des bons suivis au col de Porte, qui est juste à côté de chez nous, là, par là. Et on voit qu'il y a une baisse de nivologie de 40 cm. Ça a des implications pour le niveau des rivières, donc pour l'irrigation, parce que l'étiage bas est remonté dans la saison. Ça a un effet économique évident par rapport aux stations de moyenne montagne. On parle des feux de forêt, le fait qu'on doit s'adapter. Historiquement, les pompiers du Nord allaient aider ceux du Sud l'été, ben, ça ne sera peut-être plus le cas parce qu'il y aura aussi des incendies dans le dans le nord de la France. On parle de sécheresse, on parle d'impact sur les cultures. On voit très très bien les rendements de blé, par exemple, stagner ces 15 dernières années. Donc on commence à voir ça, c'est vraiment déjà chez nous. On parle aussi quelque chose qu'on a connu là aujourd'hui. On parle de zones qui sont pour beaucoup industrielles, dans lesquelles on veut beaucoup investir pour l'atténuation, hein. Je pense à Dunkerque, par exemple. Et bien, en fait, quand on réfléchit à ça, on se dit, mais comment est-ce qu'il faut construire pour avoir des projets qui soient déjà, qui puissent passer les prochaines années? Les impacts, ils sont financiers. Beaucoup des méthodes que Juliette va présenter après, au départ, sont appuyées sur des méthodes financières. Euh, L'impact du changement climatique qui croît, on parle en milliards de dollars, là, 1500 milliards de dollars. Je suis un peu perdu dans les unités, comment est-ce qu'on appelle ça en français aujourd'hui, des milliers de milliards, mais on se rend compte que cet impact, il est en train d'exploser. Et il faut se souvenir de ce que le PDG d'AXA avait dit déjà en 2015, hein, il y a presque 10 ans. 2 degrés, on pense que le monde est assurable, mais ce qui est sûr, c'est qu'à 4 degrés, il ne l'est pas. Et on voit déjà qu'à 1,5 degré en France, un certain nombre d'assurances aujourd'hui sont difficiles à obtenir. On voit des collectivités, on voit des communautés de communes et des communes qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'assurer contre un certain nombre de risques dépendants des risques climatiques. Donc c'est déjà là et c'est déjà fort. Chaque dixième de degré va apporter son lot de complexité. On sait déjà aujourd'hui, là, ce sont des données du GIEC, hein, il y aura plus de pluie lorsqu'on va passer à 1,5 degré, 2 degrés ou 4 degrés. Il y aura beaucoup plus de ces épisodes-là de fortes précipitations qui créent des inondations et des problèmes importants au niveau de l'activité humaine. On voit une augmentation qui est loin d'être linéaire, elle est plutôt catastrophique quand ça s'augmente. Les modèles de précipitation, par ailleurs, il y a pas mal de scénarios, il y a un grand range.
Pour les températures, par contre, on est relativement sûr, on a des très très bons modèles, les modèles ont tendance à converger, et on voit bien que dans un monde à 4 degrés en moyenne, ça veut dire qu'on va avoir des vagues de température qui sont 5 degrés plus fortes, et qu'elles vont se passer 10 fois plus souvent. Donc ce qu'on appelait la canicule décennale, et ben, en fait, elle va revenir tous les ans. La canicule cinquantenaire, elle va également être beaucoup plus fréquente. Donc ça a des impacts, et un des impacts auxquels on pense, c'est l'agriculture, et c'est quelque chose que Guillermo et Nicolas vont couvrir dans la deuxième place, en deuxième partie, l'impact sur les végétaux. Donc je vais leur laisser couvrir ce sujet. Alors, il n'y a pas le choix, il faut s'atténuer, il faut atténuer et s'adapter. Nous, on continue à dire que s'adapter, c'est pas oublier que on doit être des obsédés de la défossilisation et de la décarbonation. L'adaptation, c'est l'atténuation qui a échoué, mais qui a suffisamment réussi pour que l'adaptation reste possible. Valérie Masson-Delmotte avait dit ça lors de l'Accélera Day l'année dernière. C'est quelque chose qui nous avait marqué, hein. C'est parce qu'on a tout ce qu'on va faire d'un côté va nous aider de l'autre. Donc, il faut continuer tout en se souvenant qu'avec le gap à 2030 qu'on a déjà, tel que Climate Action Tracker le rapporte, on sait qu'on va sans doute pas être à 1,5 degré. Donc, il y a un certain nombre de scénarios qui peuvent déjà être compliqués. Ça monte en puissance, de plus en plus on entend parler. Ce matin, France Inter parlait du risque climatique et d'adaptation avec, par exemple, le fait que les unités de désalinisation en Corse vont démarrer en avril. C'est la première fois qu'elles démarrent aussitôt. Donc, vraiment, c'est maintenant. On voit ce contexte aussi où les investisseurs, et l'État étant au premier rang des investisseurs, commencent à dire, mais en fait, moi, je ne vais pas investir si vous ne faites pas une analyse de risque climatique. On l'a vu par exemple dans le contexte des dossiers de ZIBAC, de zone industrielle bas carbone soutenue par l'ADEME, où il y a un attendu qui est montrer que vous prenez ce risque en compte. Alors, pour tous ceux qui sont dans le changement climatique et tous ceux qui sont dans l'atténuation et bilan carbone, ils connaissent la SNBC. Il y a une structure bien moins connue aujourd'hui. Il y a la PNACC, le Plan national d'adaptation au changement climatique, qui est en fait l'aboutissement d'un processus. Ce processus, il a commencé en 99 avec le groupe d'analyse, de gestion des impacts du changement climatique, qui progressivement a été transformé en plan national d'adaptation au changement climatique à travers les années. On en est à la deuxième itération, on est au deuxième PNACC, hein, qui est définitif depuis 2022 et qui commence à s'adapter. Deux points que je veux faire monter là-dedans, c'est dans les systèmes humains, on va essayer de comprendre les effets préjudiciables, donc les risques et les opportunités. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la CSRD. Pensez qu'il y a aussi dans l'adaptation des opportunités. Et dans les systèmes naturels, il faut qu'on facilite cette adaptation au climat ainsi qu'aux conséquences. Et ça, c'est quelque chose dont ACES va parler après par rapport aux végétaux. Euh, En termes de démarche, il y a une typologie de choses qu'on peut faire. On peut s'adapter de manière autonome ou spontanée. C'est le côté il pleut, il pleut très fort, je vais prendre un parapluie. Adaptation incrémentale, donc il fait très régulièrement très chaud, donc je vais commencer à doter mes salariés d'ombrières, par exemple, pour pouvoir travailler longtemps à l'extérieur. Adaptation transformationnelle, c'est on commence à travailler la nuit ou on change complètement de procédé s'il est trop sensible au changement de température. Donc tout ça est dans les prémices dans les PNACC, mais c'est bien moins connu que la SNBC qui, elle, est popularisée via le bilan carbone. La CSRD qui s'impose à terme à toutes les entreprises de plus de 250 personnes, qui baisse donc beaucoup le seuil des déclarations de performance extra-financière, fait la part belle au changement climatique. On fait une analyse de matérialité en étudiant l'impact de l'entreprise sur l'environnement, autant que cet effet d'impact de l'environnement sur l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on parle de double matérialité. Euh, il y a relativement peu de chances que beaucoup d'entreprises évitent dans le périmètre d'applicabilité le changement climatique, hein. Il y a peu de chances qu'une activité aujourd'hui échappe au fait que elle doit atténuer et s'adapter, c'est-à-dire elle doit contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Donc on parle de bilan, de plan de transition, de financement et de compensation carbone éventuellement in fine pour ceux qui vont jusque-là. Et on parle aussi d'adaptation. Donc la CSRD, elle a un certain nombre de critères. Elle va dire, mais comment est-ce que vous faites pour vous approprier ce sujet-là et comment est-ce que vous quantifiez ces risques et ces opportunités. Donc voilà, c'est là. La CSRD s'applique aux entreprises de plus de 250, mais ce qu'on voit, c'est que les fournisseurs, puisque on a tendance à considérer dans ce cas-là l'ensemble de la chaîne de valeur, même les plus petits sont concernés, et l'entièreté des collectivités, l'écosystème dans lequel tout ça s'inscrit est concerné également.
Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait tout ça? On a compris que c'était important, que c'était partout. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Alors, je vais laisser la parole à Juliette. On- Voilà. Merci. Alors, on va maintenant parler effectivement plutôt comment on peut approcher cette question de l'adaptation, par où on commence. Alors, ce qui est peut-être important de rappeler, c'est que, Je- j'arrive pas, désolée, excusez-nous. Euh, donc, quand on parle d'atténuation, le bilan carbone, le GHG protocole a une vingtaine d'années. Les cadres et les attendus sur l'adaptation, ils sont plus récents. Et effectivement, ça a commencé par la question par des questions côté finance et assureur. Donc, on voit bien ce côté, ça a un impact très concret, très monétaire, ce changement climatique. Donc, la TCFD en 2017, l'ISO début des années 2020. Donc, on est sur quelque chose d'assez récent avec des attendus qui ont commencé à émerger en disant comment vous appréhendez ça. Mais quand on a parlé d'attendus, on n'a pas encore de méthode. Et les méthodes, en fait, elles émergent, elles sont encore plus récentes. On peut penser à Acte Adaptation, qui est sorti en 2022, la méthode OCARA, qui s'occupe des risques physiques, qui a été développée, enfin, qui est sorti en 2021. Donc, on voit bien ce qu'on est sur des choses qui, en termes de maturité, sont récentes et qui s'intéressent soit aux deux aspects du risque climatique, les risques de transition physique, soit à l'un ou l'autre des aspects. Donc, on en est au tout début, vraiment sur une démarche structurée de gestion des risques, et notamment des risques physiques. Dans le cadre des risques de transition, on s'approche plus de l'atténuation et donc c'est des choses qui sont un tout petit peu plus matures. Euh, donc, je vais dire, on va plutôt parler des risques physiques. Par la suite, on voulait quand même dire un mot sur les risques et opportunités de transition. Globalement, dans un monde qui cherche à éviter ces impacts physiques très forts, qui cherche à contenir le changement climatique, eh ben, pour faire ça, on a un monde qui fonctionne pas tout à fait de la même façon. Et dans ce cadre-là, les risques de transition vont tendre à émerger de quatre grands pôles. Dans un premier pôle, tout ce qui est réglementation, qu'est-ce qu'on met en place pour limiter les gaz à effet de serre. Le deuxième pôle, c'est les technologies. On va pousser des technologies qui sont plutôt moins émissives, euh, peuvent rendre des technologies plus émissives, obsolètes ou moins compétitives. Les attentes des consommateurs vont changer, donc les attentes de marché vont être différentes. Donc là, on voit bien encore un impact pour les activités économiques. Et puis le dernier pôle, c'est toute la question de la responsabilité et de la réputation. On a bien vu le nombre de procès pour le rôle de certaines activités dans le changement climatique se multiplier. Donc, les risques de transition, ils émergent vraiment de cette préoccupation de dire comment je baisse mes émissions et donc sont très liés au bilan carbone ou à l'empreinte carbone d'une activité, mais pas seulement. Parce qu'une des choses que ça fait émerger aussi, c'est des effets dominos. Il y a un certain nombre de business qui sont très liés à des énergies fossiles, mais qui peuvent ne pas s'en rendre compte. Par exemple, les déchets de la pétrochimie sont utilisés dans tout un tas d'activités. Une électrification de la mobilité, c'est moins de matières premières pour ces chaînes d'activité, donc une perturbation de leur business model de façon forte. Euh, donc, quand on va vouloir approcher ces risques de transition, il va vraiment être important de comprendre son activité et sa chaîne de valeur, mais bien, euh, et puis aussi considérer à quel point on réussit cette démarche d'atténuation. Parce que dans un monde qui atténue fortement, bah, ce monde se transforme plus vite avec plus de chances de scénarios de rupture. Donc, l'idée, ça va être de vraiment comprendre cette chaîne de valeur, de la cartographier, de décider ses trajectoires d'émission. Une fois qu'on a fait ça, on va se poser les questions des enjeux et des questions clés dans chacun de ces quatre pôles. Et puis, développer des analyses prospectives qui vont croiser les trajectoires d'émission et ces questions clés. Un des points qu'on va faire aussi, on retrouve cette notion financière, c'est de borner les impacts potentiels de taxes carbone. On retrouve un peu le pôle des réglementations dans cet aspect. Et puis aussi de la variabilité des prix de l'énergie. La raréfaction des énergies fossiles fait notamment qu'elles sont beaucoup plus volatiles. Donc on voit que là, sur la question des risques de transition, on est proche vraiment des questions de stratégie et de business model pour l'activité. Donc c'est pour ça que sur ces risques et opportunités de transition, on a un peu d'avance par rapport aux risques physiques. Parce qu'on se préoccupe de l'atténuation depuis plus longtemps, eh ben, cette question des risques et opportunités de transition, elle était embarquée quelque part, en tout cas en partie,
dans ces démarches d'atténuation, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, par exemple, dans une démarche type acte pas à pas. Mais c'est aussi une démarche d'adaptation, c'est-à-dire se préparer à un monde qui est différent. Alors, si on parle maintenant, on va parler dans toute la suite vraiment de la partie risque physique. Les risques physiques, tels que le définit le GIEC, c'est la composition de 3 éléments. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui est important. Pour qu'il y ait un risque sur cette chose de valeur, il va falloir combiner 3 choses. Une exposition à un danger, qui est l'aléa climatique, et le fait que j'y sois sensible. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Si on prend un aléa climatique comme le retrait du trait de côte, par exemple, le fait que la côte s'érode, si je ne suis pas y exposée, si je ne suis pas en bord de mer, cet aléa-là ne me concerne pas, pas de risque. Euh, de la même façon, il y a des choses auxquelles je peux ne pas être vulnérable. Une activité économique, la dérive moyenne des températures peut ne pas être un problème. Qu'en moyenne, il fasse 2 degrés plus chaud, peut-être cet aléa-là ne m'implique pas. Par contre, la conséquence de j'ai beaucoup plus de vagues de chaleur, les températures extrêmes sont beaucoup plus importantes, cet aléa-là, je peux y être vulnérable. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir passer au prisme de ces 3 aspects, l'exposition, l'aléa climatique, la vulnérabilité, les choses qui ont de l'importance. Les gens, nos installations économiques, nos infrastructures, ce qui nous est nécessaire, l'agriculture, etc. Et donc, il va falloir à la fois avoir un décryptage méthodique, mais aussi c'est très vaste. Donc, va aussi se poser la question de comment je fais les choses dans l'ordre, en traitant d'abord ce qui est le plus impactant. Alors, quelques cas pratiques, dans le domaine qu'on connaît bien, qui est celui des sites à feu continu, les arrêts métaux, donc les grandes inspections décennales, elles se font typiquement l'été, quand les conditions météo sont plus sympas, enfin historiquement. Parce que travailler dehors, quand les canicules se multiplient et qu'elles sont plus intenses, alors c'est peut-être possible, hein, on a travaillé dans des zones où il fait plus de 40 degrés, on fait quand même des inspections décennales, mais ça demande de mettre en place un certain nombre de choses pour préserver la santé des gens. Le refroidissement, on l'a tous vu il y a 1 an et demi où les centrales nucléaires, certaines centrales nucléaires avaient dû baisser leur débit parce que les fleuves étaient trop chauds. Et donc ça, c'est vrai pour beaucoup d'industries de process qui vont se baser sur la température des fleuves pour refroidir. Le transport, alors on peut penser aux événements climatiques extrêmes, on peut aussi penser à la sécheresse du Rhin. Donc une grosse partie des transports de matière en Europe, notamment pour la chimie, se font sur le Rhin. Historiquement, ça arrivait que le Rhin soit trop bas pour que les barges passent. La fréquence de ces événements-là s'est multipliée. Ça a des implications très concrètes pour toutes les industries qui sont connectées. Et puis le cas de la biomasse, des conditions d'hygrométrie et de température qui changent, ça change les endroits où la pousse de biomasse ou d'un certain type de biomasse est favorable. Et c'est des exemples dont Azès parlera dans la deuxième partie. Alors, en anglais, on parle de method to the madness. Donc, ça peut sembler très vertigineux et donc être méthodique aide dans ces démarches-là. C'est une réflexion, une structure de réflexion qui a été présentée par l'I4CE et qui est assez qu'on retrouve finalement dans d'autres démarches, que ce soit la qualité ou la sécurité. La première condition, c'est de comprendre. Donc, de sensibiliser, donner des compétences aux gens pour qu'ils puissent prendre des meilleures décisions. Des décisions, on en prend tous les jours et on les prend en fonction du référentiel dans lequel on opère. Et donc, comprendre ce qui nous attend, c'est déjà une première réponse. Ça va permettre de prendre des meilleures décisions. Une fois qu'on a fait ça, une des premières décisions qu'on peut prendre, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des choses qui contribuent à notre résilience. Le fait qu'on ait des systèmes de réponse à l'urgence, qu'on ait des protocoles canicules, qu'on ait des pompiers formés, etc., c'est déjà des facteurs de résilience. On sait que ce pourquoi on va en avoir besoin, ça va augmenter. Donc, c'est sans doute le moment de les préserver et de les renforcer. Dans les entreprises, on peut avoir déjà aussi des systèmes d'analyse de risque, des plans de continuité d'opération qu'on appelle BCP aussi, Business Continuity Plan. J'ai peut-être déjà un cas où si mon fournisseur ne peut pas me fournir parce qu'il a eu un événement, j'en ai un autre. Tout ça, c'est des éléments qui vont aider aussi face au climat. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est le futur. Là, on peut faire un parallèle avec l'atténuation. Des maisons mal isolées, il faut les rénover. C'est plus compliqué que de construire bien dès le départ. Pour l'adaptation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si j'ai bien conscience d'à quel point le climat va changer et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les décisions que je prends aujourd'hui pour demain, elles sont meilleures, elles sont adaptées. Si je ne le fais pas, dans 10 ans, j'en aurai les conséquences et changer ça, ce sera plus
compliqué que d'avoir fait bien du premier coup. La quatrième aspect, c'est ce qu'on appellerait le retour d'expérience. Il y a déjà des endroits, on le voit, on en a parlé, le changement climatique et ses impacts, ils sont déjà là. Donc il y a déjà des points où ça fait mal, il est peu probable que ça s'arrange. Les adresser maintenant, c'est se libérer de la bande passante pour pouvoir continuer à s'adapter et à avancer. Parce que ça et non, on est vraiment dans un mode pompier où on court toujours après. Donc traiter ces points de vulnérabilité existants, c'est un point où démarrer. Et puis il y a des choses où on ne sera pas dans de l'incrémental, où il faudra faire vraiment envisager à moyen terme des grands changements, et ça se prépare. Et donc, c'est aussi l'enjeu de ces analyses de risque, c'est d'identifier là où il va falloir engager des changements vraiment structuraux qui vont prendre du temps, qui vont nécessiter d'embarquer les gens. Et donc, les identifier dès maintenant, c'est se donner les moyens de pouvoir aborder ces choses. Alors concrètement, on a dit, on parle de risques physiques, comment on va les aborder? La première chose, c'est que la nature du risque physique, on a parlé d'aléas climatiques. Ben, ces aléas climatiques, ils sont pas les mêmes partout et ils sont pas les mêmes en fonction de est-ce qu'on se réchauffe beaucoup ou pas. Donc la première chose, ça va être d'identifier ce à quoi on tient, où est-ce que c'est, puisque ça va déterminer les aléas, et dans quel scénario on se projette, plus ou moins chaud. Ensuite, chacun de ces endroits, eh ben, on va les confronter aux aléas qui peuvent s'y trouver pour dire bah, quelles sont les conséquences de ça. Et il va bien sûr falloir s'appuyer sur des données, à la fois des données qui reflètent le climat, donc à quel point ça se réchauffe localement à cet endroit-là, quelle est l'intensité des événements extrêmes à cet endroit-là, mais aussi des données de ce à quoi on tient. Est-ce que mon installation, elle est capable de résister à cette température-là ou pas? Le troisième aspect, ça va être de regarder aujourd'hui et demain, quelle est la probabilité, la conséquence de ces événements-là? Quelle est à quel point ma canicule décennale, elle est intense? Et quelle est la conséquence? Aujourd'hui, ma canicule décennale, elle est peut-être à 40 degrés, et puis demain, elle est à 50. La conséquence en termes de refroidissement d'une unité, ben dans un cas, c'est peut-être je peux baisser les débits et je continue à tourner. Dans un autre cas, à 50, peut-être je m'arrête. La probabilité, c'est toujours une fois tous les 10 ans, mais la conséquence, elle est très différente. Et ça va permettre en fait d'identifier les points les plus critiques en termes de conséquences, mais aussi de probabilité, parce que quelque chose qui revient sans arrêt, c'est ingérable. Et ça va permettre du coup de focaliser les actions d'adaptation sur ces points les plus problématiques. Alors, on va revenir un petit peu en détail sur tout ça. Donc, d'abord, déterminer les points névralgiques. Donc, par exemple, si je suis une chaîne de valeur, j'ai des approvisionnements, j'ai des sites de production, eh ben, il va falloir que je me pose la question de mon activité, elle dépend de nœuds qui vont être géographiquement situés quelque part. Donc, je vais me poser ces questions-là. Alors, il y a des choses, c'est des endroits où, par exemple, j'ai mon usine, mais ça peut être aussi des endroits par où je passe. Aujourd'hui, par exemple, j'ai peut-être deux fournisseurs pour ma matière première. Ça donne un sentiment de sécurité. Si l'un a une défaillance, je peux me tourner vers l'autre. Sauf que s'ils sont tous les deux situés au même endroit, ou si les approvisionnements passent par le même port, et ben, d'un seul coup, mon facteur de résilience, en fait, il est plus vraiment là, parce qu'il y a des éléments qui vont impacter ce nœud. L'autre aspect, c'est de considérer les scénarios. Vous avez peut-être déjà vu ces cartes. Et ben, effectivement, les aléas, ils n'ont pas la même fréquence et la même intensité en fonction du scénario de réchauffement dans lequel on se place. Aujourd'hui, un horizon plus de degrés 2040, c'est un peu un cas minimal. Et on peut choisir à l'inverse, et c'est un peu l'esprit de ce que fait le gouvernement, en considérer un scénario plus 3, plus 4 degrés, pour pouvoir vraiment prendre la pleine mesure des impacts potentiels. Une fois qu'on a fait ça, pour chacun de ces points névralgiques, de ces endroits géographiques qui sont sensibles, on va se demander ce qui y est et on va le tester. Le but, ça va être de dire, bah, par exemple, si j'ai identifié que 80% de ma production, elle se fait par un site, eh ben, je vais regarder ce site-là, quels sont les éléments qui sont nécessaires à son opération. Donc, par exemple, j'ai une salle de contrôle, un système de refroidissement, juste pour prendre deux exemples très simples. Et puis, je vais passer en regard ces éléments qui sont critiques au vu de mes aléas climatiques. Bah, par exemple, si ma salle de contrôle, elle n'est pas tout au bord de la mer sur la falaise, le retrait du trait de côte, ça n'a probablement pas d'impact pour moi. Par contre, mon système de refroidissement, bah, aujourd'hui, j'ai déjà des limites. Vous vous rappelez, dans le schéma de l'ICAT-CE, ça peut faire partie j'ai déjà aujourd'hui des pertes. L'été, régulièrement, je dois baisser de 30% parce que je dépasse 35 degrés.
Bah, par contre, ce risque, il va évoluer. Aujourd'hui, il est dans une certaine place dans ma matrice, ça se place à une certaine fréquence, et puis ça a une certaine conséquence. 2050, ce risque, il est bien pire, parce que non seulement ça se passe bien plus souvent, mais aussi, comme c'est plus aigu, ben, en fait, c'est plus quelque chose que je peux gérer juste en ajustant mon débit. Il faut vraiment que je m'arrête. Donc, l'objectif de toute cette analyse, une fois qu'on a déterminé les géographies à traiter, ça va être d'établir ce profil de risque et de recueillir les données de perte, les seuils de risque. Donc, par exemple, ben, je suis déjà impacté à 35, mais à 40, mon impact il devient bien plus important pour pouvoir établir ce profil-là. Et donc, pour ça, on va s'appuyer sur des données climatiques. Donc, par exemple, ça pourrait ressembler à ça. J'ai mon site de production, ben, il faut un certain nombre de choses pour que ce site fonctionne. Il faut que je puisse stocker mes matières premières, j'ai des gens qui travaillent dans mon centre administratif. Par exemple, la criticité de mon centre administratif, elle est peut-être pas la même que ma salle de contrôle. Peut-être que les gens peuvent télétravailler pour les administratifs, c'est pas tellement le cas pour mes opérateurs en salle de contrôle. Donc, on voit bien que ça va changer. On va passer en fait tous ces éléments-là en termes de priorité par rapport aux aléas climatiques. Est-ce que finalement cet aléa climatique, ça impacte ma salle de contrôle ou pas? Si elle est designée pour résister à 70 degrés, l'impact de température ne sera pas le même que si elle est designée pour résister à 40 degrés, pour fonctionner à 40 degrés. Alors, ce que ça va donner, c'est qu'en fait, on va identifier ces différents éléments qui sont nécessaires et qui sont plus ou moins critiques. Et puis, on va déterminer pour les aléas s'ils sont plus ou moins sensibles. L'idée, là, derrière, c'est de prioriser l'analyse. Pour le risque climatique, comme pour tout type de risque, on peut y passer beaucoup de temps. Et l'idée, c'est d'identifier en fait les cas où il va falloir qu'il faut prioriser. Donc là, par exemple, c'est un cas où on se dit, bah, voilà, on a passé tous nos éléments de mon site névralgique à l'aune de tous les aléas possibles. Et dans ces combinaisons, bah, il y en a une vingtaine qui représentent potentiellement des impacts plus importants parce que mon activité est très dépendante de ces éléments et ils sont par ailleurs très sensibles à un certain nombre d'aléas. Dans ce cas-là, par exemple, on peut choisir de dire, bah, je vais traiter ces 20 combinaisons. On pourrait faire des choix différents. C'est juste une façon d'orienter sur quoi on va passer du temps dans une première phase. Et puis, on peut toujours y revenir après. Comme pour beaucoup de choses, ça peut être un processus, ça doit être un processus itératif avec une démarche d'amélioration continue. Sur ces 20 scénarios, on va pouvoir commencer à parler de narratif de risque. Exactement comme quand on fait des analyses de risque opérationnelles, par exemple, on va dire bah, qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble à quoi? Bah, par exemple, je vais traiter le cas de l'aléa température extrême. Et je vais me dire, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, ma canicule, et on peut avoir plusieurs scénarios. On peut avoir la canicule qui est décennale aujourd'hui, mais en fait, ça devient tous les ans, il fait cette température-là tant de jours par an. Et puis, ça aussi peut être un autre scénario qui est ma canicule centenale, elle reste centenale, mais par contre, au lieu d'être à 40 degrés, bah maintenant, c'est une canicule à 45 degrés ou 50 degrés. Donc, tout ça, ça va permettre d'établir des scénarios pour lesquels on va pouvoir regarder à la fois la probabilité que ça se passe et quel est l'impact sur mon activité. Un des points qui remonte quand on fait ça, c'est qu'on essaye aussi de regarder quelles sont les mesures de réponse. Un point qu'on aime bien donner, c'est que aujourd'hui, souvent, dans les sites industriels, on dit, ben, si je perds mon réseau électrique, mes pompes diesel, enfin, mes générateurs diesel vont démarrer. Et on considère que c'est ce qu'on appelle une double contingence, c'est-à-dire que généralement, on ne perd pas les deux en même temps. Euh, Ça, c'est des choses qu'on va tester, parce qu'avec le changement climatique, en fait, on peut maintenant avoir des événements qui vont entraîner les deux. Par exemple, un énorme orage avec des pluies très importantes bah, va avoir la potentiel peut-être de noyer l'endroit où sont mes démarrages diesel et d'impacter par les vents mon réseau électrique. Donc pour tout ça, on voit bien qu'on va s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire qui est formée à des démarches de risque, mais aussi qui a une compréhension fine du mode de fonctionnement de ce qu'on analyse. Ces scénarios, ils vont permettre d'établir ce qu'on appelle des matrices de risque, c'est-à-dire quelque chose qui visualise quels sont les scénarios les plus probables et quels sont les scénarios avec les conséquences les plus importantes. Là, on se rapproche des choses qui existent, c'est-à-dire qu'on a déjà des matrices de risque, notamment dans les entreprises qui gèrent des risques industriels importants, c'est des choses qu'on a déjà. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'inclure cette dimension climatique plus généralement dans la façon dont les risques sont gérés dans les organisations. Et là encore, de prioriser. On va pouvoir se dire, ben, quel risque je regarde d'abord? Toujours dans cette idée de dire, on ne peut pas tout faire
tout faire d'un coup et il faut s'attarder sur les choses qui sont les plus importantes. Et on ajoute, du coup, on donne de la méthode pour pouvoir prendre des meilleures décisions. C'est-à-dire que on peut se dire, bah, je veux traiter toutes mes conséquences les plus élevées. Ou alors, je veux traiter d'abord toutes les choses qui sont très probables. En fonction de l'activité, il y a des choses, on peut faire des choix, mais ces matrices permettent de les visualiser et d'appuyer ces décisions euh, sur des données. Une fois qu'on a fait ça, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on peut y faire. Typiquement, la façon d'améliorer, de baisser le risque, ils peuvent venir de plein d'angles différents. Ça peut être des angles techniques. Je vais changer le design, je vais remplacer mes équipements par des équipements plus performants. Ça peut être de mettre des moyens en place. C'est souvent incontournable. Ça peut être de m'organiser différemment. Je vais peut-être mettre des systèmes pour que les gens puissent travailler dehors, former les gens et puis changer ma stratégie. On peut aussi l'envisager de deux façons, c'est-à-dire que ça peut être de dire je suis moins sensible, j'améliore ma robustesse. Ça peut être aussi je diminue ma dépendance, c'est-à-dire que j'accepte que je vais être impacté, mais par exemple, au lieu d'avoir 80% de mon activité sur un site, ben, je rééquilibre mes opérations entre des sites pour que si mon site A est impacté, ben j'ai une part de mon activité qui est encore importante qui est sur l'autre site. Donc ça, c'est diminuer la dépendance. Le but, ça va être d'établir en fait comment je vais m'adapter, comment ces scénarios qui sont les plus impactants pour moi, je vais les diminuer et de voir à quel point c'est efficace. Un des intérêts de l'adaptation par rapport à l'atténuation, c'est que on fait pour soi et on en a les bénéfices. L'atténuation, on est souvent un peu tous dans le même bateau. L'adaptation, se préparer à quelque chose, on a toujours des bénéfices par rapport à ça. Un des points qui est important sur l'adaptation, c'est d'éviter ce qu'on appelle la maladaptation, c'est-à-dire d'avoir l'impression de baisser le risque quand en fait on ne le diminue pas. Un exemple qui est donné typiquement, c'est en pensant m'adapter, par exemple, le cas de la clim est classique, mais il y en a plein d'autres. En fait, j'essaye de résister à la chaleur en utilisant quelque chose qui alimente le changement climatique et donc rend ses impacts plus importants. Mais on peut penser aussi à une mauvaise utilisation des ressources. Les canons à neige fonctionnent bien s'il fait froid, mais ce n'est pas forcément une réponse adaptée dans un contexte où les températures remontent. Alors pour tout ça, il va falloir avoir des données. Vous avez là quelques exemples de choses qui sont publiques, mais il y a aussi beaucoup d'outils qui existent et qui sont développés par différentes structures. Et Azès y reviendra dans un instant. Mais c'est clair qu'il va falloir se poser la question de ça ressemble à quoi là où je suis, le climat dans 10 ans, 15 ans, 2050, 2070. Et donc voilà, vous avez un certain nombre des outils qui existent là, qui sont mis à disposition par des organisations publiques. Il y a aussi des outils privés qui se développent et d'accès à des données qui peuvent être faites par Copernicus et d'autres organismes. Donc, euh, en résumé, on en a parlé au début, les impacts, ils sont déjà là, en fait. Il y a déjà un certain nombre de choses qui se passent et qui font que tout ça change. Anticiper, c'est une bonne réponse. Ça nécessite de faire de la sensibilisation et de la formation. Euh, on rappelle que les risques transitionnels, ils peuvent s'aborder sous l'angle de la stratégie d'entreprise. Et autant le risque physique que le risque transitionnel peuvent bouleverser un certain nombre de stratégies et d'optiques et de futurs des entreprises et des collectivités. Euh, pour faire une revue de risque physique, il faut penser exactement comme on pense quand on fait du risque industriel. On va cartographier, on va prioriser, on va développer des scénarios et après on aura un plan de résilience. Pour être pérenne, ces analyses-là elles doivent être mises à jour régulièrement parce qu'en fait on se rend compte qu'on apprend tous les ans, qu'il y a des nouveaux risques, des nouveaux sujets qui se passent très régulièrement. Donc, il peut y avoir une gouvernance spécifique, mais comme l'a dit Juliette, il y a beaucoup d'entreprises qui ont, notamment lorsque ce sont des installations classées, elles sont soumises à un certain nombre de processus de gestion des risques industriels directs et indirects. Et ben, tout ça, ça peut s'intégrer. Et il vaut mieux que ça s'intègre parce que ça évite d'avoir un département climat, un département carbone. Ça permet à tout le monde de faire, dans le cadre de son activité, euh, du climat. Il faut s'appuyer sur l'expérience des gens. On a déjà vu des étés chauds, il y en aura juste beaucoup plus et ce sera beaucoup plus compliqué. Il faut leur demander ce qui se passe lorsque la température de la rivière est à 25 ou 27 degrés, alors qu'elle est traditionnellement à 21.
Il faut penser prospective et se projeter dans le temps long, c'est quelque chose où on n'est pas toujours très bon. Alors, il faut faire peut-être un peu de rétro-prospective et puis leur demander où est-ce que vous étiez il y a 20 ans. Mais il faut arrêter de raisonner juste sur les données du jour. Il faut avoir les données futures, des scénarios, et il faut penser à ses compétences. Et les compétences, pour moi, elles sont doubles. Il y a cette histoire de gestion du risque, savoir comment est-ce qu'on fait ces matrices et comment est-ce qu'on se guide avec ces méthodes, mais aussi réfléchir un petit peu différemment. On a été pendant très longtemps très, très déterministe. Aujourd'hui, il vaut mieux penser par scénario et dire, essayer de trouver des actions qui, d'un point de vue résilience, vont contribuer dans tous les cas. Quand est-ce qu'on gagne dans tous les cas? Donc voilà le résumé de cette première partie assez dense. On va passer aux questions-réponses. Oui. Je, Du coup, tu veux les bah, tu peux, si tu en as déjà à regarder. Ouais, alors la première question, c'est peut-être plus une question pour laquelle je laisserai Azès répondre sur les modèles fiables, sur les risques aigus. Donc c'est clair que sur la réponse générale, puis on y reviendra peut-être plus en détail quand on en verra suite à la webconf, la fiabilité des projections, elle dépend effectivement des aléas. Sur les températures, c'est très robuste, notamment les cas extrêmes. Sur les précipitations, ça l'est moins. Donc clairement, il y a des travaux en cours là-dessus et la fiabilité de ces projections, elles dépendent de pas mal de choses. Sur l'inondation, c'est pas un domaine dont je suis spécialiste, mais je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits notamment par les collectivités dans certains endroits pour effectivement mieux comprendre et mieux cartographier les risques actuels et futurs de ce point de vue-là. Le point de départ et le bilan carbone pour l'atténuation, pour les risques de transition, oui, c'est un point, je dirais, incontournable. Euh, par contre, qui n'est pas forcément suffisant. Pour l'adaptation au risque physique, je dirais qu'on est beaucoup plus séparé euh, du bilan carbone. Ça reste un très bon point de départ parce que, d'une, très poussé par la réglementation, beaucoup dans l'actualité, on parle beaucoup d'atténuation, donc c'est un bon point d'entrée. Mais le lien entre risque physique, climatique et finalement le bilan carbone de l'entreprise, on en est assez loin. Par contre, clairement, dans le cadre d'un bilan carbone, on va sensibiliser, on va comprendre les mécanismes, donc on va comprendre pourquoi ce changement climatique il crée des risques. Peut-être pour la question d'après, dans les risques physiques, oui, oui, il faut ouvrir nos chakras. On était pendant longtemps dans une économie linéaire où on considérait une économie transactionnelle, où on s'arrêtait au bord de l'entreprise. Il est très clair dans tous les référentiels, dans tous les attendus dans la CSRD, qu'on doit considérer la chaîne de valeur. Et là, c'est relativement évident. La question est très bonne, hein. Si on est vendeur de vin, on va se poser des questions des risques physiques sur mon stockage, notre transport, mais aussi sur la production du vin et d'où est-ce qu'il va venir. On voit aujourd'hui, il y a un glissement, hein, si Freycinet ne peut plus produire du vin, est-ce que ça doit être considéré? Ben oui, si on est un revendeur de vin espagnol. Si on aime bien les vins corsés aujourd'hui, on va commencer à remonter plutôt vers le nord de l'Europe. On a fait des projets en Allemagne où on va souvent chercher les journaux du jour et le journal du jour parlait de la fin du muscat en Allemagne, par exemple. Le vin léger disparaît parce qu'il est plus possible. Ben, si on est un distributeur de vin qui est un petit peu spécialisé dans les vins mosellans, il faut qu'on y réfléchisse et qu'on pense se transformer. Est-ce qu'il existe des échelles de température? Alors oui, généralement c'est très, c'est ce qu'on a. Alors il y a des équipements qui ont des points de fonctionnement. Un des hôpitaux londoniens, je ne sais plus si c'était l'été dernier ou l'été d'avant, avait fait la une parce qu'en fait ils ont perdu tout leur système informatique parce que la clim de là où il y a tous leurs équipements informatiques n'était pas designé pour la température à laquelle ils ont fait face. Donc oui, c'est clairement un risque potentiel. L'autre élément, c'est que généralement, notamment dans l'industrie de process, on design les équipements en fonction de ce qu'on appelle des conditions de design. C'est-à-dire qu'on calcule la taille des équipements en fonction de la température moyenne, des températures extrêmes. Par exemple, les systèmes de cooling tower, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la condition de design, c'était 27 degrés. Bon, eh ben, ça paraît un petit peu caduc pour les étés qu'on a maintenant. Alors, recommandations sur la gouvernance liée à la gestion des risques et prise de décision. Je dirais que là, et puis c'est peut-être la dernière question qu'on va prendre pour laisser du temps à Azès et on y reviendra. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, Tout ce qui est gouvernance, oui, c'est important. Là, je pense que ça va dépendre vraiment au cas par cas. Il y a des entreprises qui ne partent pas de rien, qui ont déjà une gouvernance de gestion des risques. Autant que possible, l'idée, c'est pas d'avoir le climat à part de ces autres risques, déjà parce qu'il y a beaucoup de recouvrement.
Donc, je dirais que dans une structure où il y a déjà une notion de gouvernance, où il y a déjà une gestion des risques, le plus possible, on va essayer de s'intégrer. C'est-à-dire que le climat fasse partie des choses. C'est-à-dire que quand on revoit, par exemple, ces plans de continuité ces plans de continuité d'activité, les BCP pour les approvisionnements, bah, peut-être que quand on va gérer ça, on va se poser aussi la question du climat. Donc, cette question de gouvernance, elle est importante. Elle est enfin, comme pour le reste, hein, comme pour la sécurité, la qualité, la façon dont est gérée l'entreprise. Mais la réponse va dépendre d'où on part. S'il n'y a pas de gouvernance pour le risque du tout dans la structure, bah oui, il va falloir mettre en place quelque chose. Sinon, autant que possible, il va falloir s'intégrer pour plus d'efficacité. Peut-être la dernière question qu'on va prendre, et on est désolé euh, pour les autres. Est-ce qu'on intègre une notion d'acceptabilité du risque à partir du moment où on fait une matrice et où on priorise, finalement, c'est ce qu'on fait ipso facto. On introduit le fait qu'il y a des risques qui sont pas forcément acceptables dans l'absolu, mais qui sont moins prioritaires que d'autres. Donc, en fonction des entreprises, et on le voit quand on fait des matrices de risque pour gérer du risque industriel comme pour gérer du risque climatique, peut-être qu'on va dire, par exemple, qu'on prend tous ces scénarios-là qui sont en haut à gauche ou en haut à droite, là, les plus marquants et les plus probables. Mais l'entreprise peut aussi dire, ah mais j'ai un cas qui est moins probable et qui n'est pas dans ce cadran-là tout en haut à droite, mais qui est un risque mortel. Et celui-là, je veux le traiter. Et on voit qu'on peut, en fonction du nombre de scénarios qu'on a distingués, commencer à dire qu'il y en a d'autres, il y a un certain nombre de scénarios sur lesquels on va faire des narratifs et qu'on va les traiter. Quelque part, ipso facto, je crois que si on dit qu'on fait une prioritisation, on considère qu'il y a des risques qui sont moins acceptables que d'autres. Dire qu'aucun risque ne doit être traité, on sait que le risque zéro à partir du moment où on mène une activité, il n'est pas tout à fait possible. Tout l'enjeu de la priorisation des risques et de l'action. Est-ce que tu vois, tu as passé les questions en revue? Est-ce qu'il y en a Oui, d'autres qui sont oui, à il y en a prendre? plein d'autres. Je pense qu'on essaiera de vous donner des éléments. N'hésitez pas à rajouter vos questions. On aura la grille. On essaiera de vous donner le plus possible d'éléments, que ce soit des références. J'ai vu des questions sur des références. J'ai vu des questions sur des exemples. On essaiera effectivement de vous donner tout ça, sachant qu'il y a cette question de l'adaptation. Beaucoup de structures approchent les choses différemment, qu'il y a de plus en plus de partage. J'ai vu des questions sur les bonnes pratiques, etc. Oui, il y a pas mal de choses qui émergent, mais on en est honnêtement au début, dans la mesure où voilà, l'atténuation, la mesure date d'il y a 20 ans, sur l'adaptation, on est clairement Il y a déjà des choses qui plus loin. existent, mais on est vraiment au début. Il y a des questions sur la maladaptation, donc oui, éviter plus d'émissions en faisant de l'adaptation, c'est important. Voilà. Euh, on fera de notre mieux pour répondre après, et même celles qui viendront après le webinaire. On va passer la parole à Guillermo. Ouais. C'est Nicolas, non? Tu commences? Oui, bonjour à tous. Je vais prendre la première slide. Donc, merci. Nous, on va montrer un exemple en fait, d'utilisation des données pour s'adapter justement au changement climatique à venir. Donc, avec Guillermo, on travaille pour AZES, qui est une société d'ingénierie écologique fondée en 2002, présente en Europe et en Amérique latine. On a des bureaux au Mexique et en France. On rend des services intellectuels et opérationnels dans les domaines du climat et de la biodiversité. Et dans nos missions, on s'appuie énormément sur la data science et la modélisation. Donc, ça va nous aider dans différents services, dans deux domaines notamment qu'on a beaucoup évoqués aujourd'hui. Donc, l'atténuation. Les données scientifiques et la modélisation nous permettent de juger, d'évaluer le gain de projets basés sur la nature en termes de biodiversité et de climat et de délivrer notamment des crédits carbone et biodiversité. Donc là, on est plutôt au bout de la chaîne. Et on va se servir aussi et ça nous intéresse particulièrement aujourd'hui, des données scientifiques et la modélisation pour aider les acteurs privés et publics à s'adapter au changement climatique à venir. Donc, je vais laisser la parole à Guillermo qui maîtrise cet art. Merci Nicolas, merci Juliette, merci Maxime, déjà pour l'invitation et pour le partage de parole. Bien, donc on va parler
des modèles et des scénarios. Comme évoqué dans les slides précédents par mes collègues, on parle beaucoup des scénarios du GIEC, des scénarios de changement climatique. Et ce que nous essayons de faire, c'est transformer ces scénarios de changement climatique en scénarios de transformation territoriale. Aujourd'hui, on sait que la biodiversité, le climat et la désertification, c'est un seul sujet. C'est un sujet qui est lié, qui est interconnecté, que c'est impossible de le dissocier. On parle beaucoup de la biodiversité en termes de politiques des responsabilités sociales corporatives. Aujourd'hui, ça devient un sujet très important. Et le problème, c'est que on arrive à comprendre pas tout à fait ce que c'est la biodiversité encore. Donc, ce qu'on essaye, nous, à travers des scénarios et des modèles, c'est de concrétiser de manière précise ce qui se passe dans un territoire. Ça peut être au niveau d'une commune, au niveau de la parcelle, au niveau d'un département, par exemple, ou un territoire plus large aussi, et les différentes conditions qui donnent origine à la biodiversité. Le principe des modèles, c'est assez simple, c'est déterminer les conditions auxquelles les écosystèmes sont adaptés selon le climat actuel, et après aller chercher ces conditions dans les scénarios futurs. Ça nous permet d'avoir une différenciation probabilistique de ce qui pourra continuer dans le futur. Une fois cet étalonnage établi, on détermine des conditions qui vont changer et aussi les pratiques qui devront s'adapter. C'est logique que cette méthode est réplicable pour différentes questions. L'important de savoir utiliser les scénarios, c'est de comprendre la question centrale, parce qu'un scénario, il ne peut pas répondre à toutes les questions différentes. Il faut adapter à une question, à une problématique, et à partir de là, poser les questions aux données, aux modèles et l'interprétation. Et bien sûr, l'action, c'est le plus important. Donc, de manière, on va dire, concrète, ce qu'on fait, c'est qu'on va déterminer un composant qui est stable dans la modélisation et un composant qui est dynamique. Le composant est stable et déterminé par la géomorphologie, le sol, la lithologie ou les conditions physiques du terrain ou de l'endroit où on va faire le modèle, où on va établir les conditions. Et après, il y a le composant dynamique qui est lié à la biologie, à l'écologie des écosystèmes, à la composition botanique et d'autres facteurs, d'autres paramètres qui sont plus dynamiques et qui vont évoluer d'une manière plus rapide. Aujourd'hui, on sait que toutes les tendances sont claires. C'est établi qu'il y a plutôt une sous-estimation par rapport aux impacts négatifs parce que l'accélération du changement climatique, c'est un fait qu'aujourd'hui, on est tous, d'une certaine manière, plus témoins. On est en train de le vivre d'une manière personnelle et d'une manière collective à travers de ce qui se passe. Donc, de cette manière, on valide les hypothèses et on sait que de pire en pire, les scénarios sont plus pessimistes, mais aussi on voit que les données, ils sont de plus en plus précis. Donc, ça nous permet de déterminer des conditions. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Par exemple, dans cet exemple précis d'une commune en Ardèche, l'Antillère, c'est un endroit où nous avons des projets de restauration écologique et nous avons établi des modèles qui nous permettent de déterminer le choix d'espèces pour la restauration des écosystèmes. Mais pas que ça. On a aussi évalué la capacité productive du terrain pour la continuité des activités agricoles telles que le brebis, par exemple, et la production de vin et d'autres activités que je vais vous montrer en détail. Bon, l'idée, c'est de déterminer des conditions plus ou moins reconnaissables qu'on peut reconnaître dans le terrain à partir des deux composants, comme je vous disais, le composant stable et le composant dynamique, et voir comment l'évolution de ce terrain va changer la distribution des ressources. Et là, on parle d'adaptation qui devra se faire assez rapide de la part des producteurs, de la part des propriétaires de terrain et des agriculteurs, parce que les conditions pourront changer. Et encore une fois, un scénario, c'est une vision probable du futur.
Ça peut changer en fonction de l'analyse, ça peut changer aussi en fonction de données et la précision des données. Dans tous les cas, l'incertitude fait partie du modèle. Et il faut savoir gérer cette incertitude et aussi faire avec cette incertitude pour la prise de décision la meilleure des choix possibles. Donc, on a une distribution potentielle des écosystèmes ou des expressions des écosystèmes, des unités de paysage, qui sont plus ou moins réparties selon les conditions environnementales. Suivante, s'il vous plaît. Et on voit que dans l'analyse des données, dans des scénarios qui sont encore en plus très optimistes, on va dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à ce qui se passe dans l'accélération de la crise, on voit que la distribution des écosystèmes, il va suivre des variations. Il y a des seuils de tolérance pour certaines expressions écosystémiques qui ne sera plus disponible, c'est-à-dire que ces écosystèmes, ils vont devoir bouger, mais c'est pas possible. Donc ça, on voit que les conditions sont pas les mêmes. Donc on a des effets géographiques de translation, mais on a aussi la diminution de la capacité. On a des gradients d'altitude qui vont changer c'est-à-dire que les conditions ils vont se trouver dans d'autres gradients d'altitudinal. Et ça provoque des complexités dans la modélisation et ça provoque de la complexité aussi pour l'adaptation. Donc, on voit que dans tous les cas, il y a des effets dans les données qui montrent une réduction de la capacité des écosystèmes à la tolérance des perturbations induites par le climat, mais aussi on voit la réduction des capacités de ces mêmes écosystèmes. Donc, c'est assez complexe et ça provoque, si on voit la première des graphiques, on voit qu'il y a beaucoup plus de diversité des éléments. Et là, dans la deuxième, on voit une homogénéisation. Donc ça, c'est l'effet de la perte de biodiversité potentielle. Là, on voit de manière graphique ce qui pourrait passer avec la biodiversité. C'est une réduction, c'est une homogénéisation des conditions qui a un effet au niveau de la biologie de ces écosystèmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'érosion de la diversité. Parce que ça s'est réduit la capacité de tolérance et la diversification. Parce qu'il faut se rappeler que la diversité, c'est le phénomène opposé à la dominance. Donc, on commence à avoir des écosystèmes qui sont plus dominants, moins riches en diversité, moins riches en conditions et pourtant aussi moins riches en capacité de réponse aux perturbations. Donc ça provoque la fragilité. Suivant, s'il vous plaît. Et là, on le voit de manière spatialisée. Une structure écologique qui aujourd'hui permet l'expression des prairies naturelles et des surfaces en herbe pérennes. On voit que les conditions sont très limitées actuellement, mais assez définies par des conditions thermiques, par des conditions topographiques, les conditions de sol, etc. Et la variabilité climatique induite par les phénomènes de changement climatique provoque que ces conditions ils sont plus dispersées dans le territoire. Ils sont plus dans le même endroit. Donc, de manière hypothétique, on pourrait dire que cette expression d'écosystème, elle devra s'étendre. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas possible parce que les écosystèmes, ils ne bougent pas. Les végétaux, ils ne peuvent pas se déplacer comme les animaux. Donc là, on voit que des espaces rélictuels, des conditions pourront continuer dans le futur, mais dans d'autres régions, dans d'autres localités de cette commune. Et là, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire la réhabilitation d'espace pour ce type de structure ou tout simplement, il y a la concurrence aussi parce que dans cet espace où la potentialité des présences de ces espèces dans le futur, aujourd'hui, ils sont occupés par d'autres. Donc, il y a une compétition. C'est complexe. On voit que ce type de choses, par exemple, ils vont provoquer des questions de gestion. Donc, il faudra que les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces, ils commencent à réfléchir par rapport à la suite des activités et à la différenciation peut-être la diversification. Voilà, c'est complexe la partie modélisation, parce qu'on essaie de montrer que c'est possible de avoir une idée, avoir une image potentielle. Encore une fois, c'est pas une
une projection, c'est pas une prévision. On est en train de voir ici, c'est les conditions qui sont l'origine de l'expression de ces écosystèmes. Suivant, s'il vous plaît. Même exemple pour la présence des conditions optimales pour la distribution actuelle des châtaigniers en Ardèche. Et là, on a élargi un peu l'espace de travail pour déterminer les continuités écologiques qui sont pas uniquement climatiques, mais aussi topographiques et aussi par rapport à les conditions d'humidité. Donc ça nous permet de voir que les conditions actuelles auxquelles les châtaigniers sont adaptés, ils vont se réduire de plus en plus en fonction de l'avancée du temps et la présence pourrait être compromise. Et il y a une question aussi importante ici, c'est que les végétaux, peut-être qu'ils vont rester. Comme on disait, ils ne vont pas bouger. Mais là, il y a des questions qui sont liées à la probabilité de présence et il y a d'autres questions qui sont liées à la condition une fois qu'ils sont présents. Les maladies, la capacité de productivité, les stress sur lesquels ils sont soumis, etc. Donc, il y a d'autres questions qui sont liées et il faut considérer aussi dans les modèles. En tout cas, on voit la réduction et le changement en gradient aussi altitudinal. Suivant, s'il vous plaît. Même question, aux mêmes situations pour la productivité de vin. Là, on a utilisé un index qui est assez connu pour les agronomes. C'est l'index de Högland qui permet d'évaluer les conditions écologiques et climatiques, surtout les conditions thermiques auxquelles les différents cépages de vin sont adaptés. Et là, sans entrer dans les détails, parce qu'en plus, je ne suis pas un spécialiste dans la viniculture, je vais juste te dire qu'ici, le territoire, il se transforme d'une manière que les conditions qui permettent la production de certains cépages aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans le court terme. Donc, il faut que les viticulteurs ils considèrent ces éléments pour le choix des cépages, pour le choix des pratiques et les méthodes de production. Donc ça, on voit que la diversification des territoires par rapport à la capacité de productivité de certains produits agricoles, ça va aussi être impacté et on a une vision de futur au niveau de la parcelle, de la commune. Donc ça permet de faire des plans communaux de gestion, ça permet la prise de décision à fine échelle parce qu'il y a une limite territoriale établie. Suivant, s'il vous plaît. Une fois déterminées les conditions des distributions géographiques, des capacités, on va dire, d'adaptation, des probabilités de présence, on évalue aussi ce qui est la productivité primaire. Et ça, c'est lié à la capacité productive d'un écosystème en termes de biomasse. Et la biomasse, c'est l'expression de la capacité d'un écosystème à transformer l'énergie et la convertir en quelque chose qui est exploitable. Et pas uniquement par les humains, mais aussi pour le propre écosystème. Par exemple, la faune sauvage ou les animaux. Donc, on voit aussi que la réduction de capacité de productivité primaire exprimée en matière sèche, elle s'est réduite. Donc, si par exemple, on a un groupe de brebis qui pâturent dans les conditions naturelles, elle va se voir impactée. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi. On peut estimer la productivité, la perte de productivité par mètre carré par an. Suivante, s'il vous plaît. Et on voit qu'il y a une réduction qui devra nous permettre d'adapter. Par exemple, dans les scénarios 2050, on voit une réduction de certains espaces où comment dire, la capacité pour nourrir, par exemple, un groupe d'animaux, ça sera limité. Donc, encore une fois, il faudra voir si l'activité productive, elle reste rentable, s'il faut faire la supplémentation de la troupe, il faut changer les moyens de distribution d'eau, etc. Il y a plein de questions qu'on peut se poser à partir de ça, de ces données. Et l'intérêt, c'est que ces données servent à la prise de décision de manière anticipée pour adapter les activités, les territoires et la gestion. Suivant, s'il vous plaît.
Donc, de cette manière, on voit une carte de synthèse qui nous permet de voir les espaces où la productivité est les plus réduite. Et là, on a encore quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on voit pas uniquement les sons géographiquement qui vont changer en termes de probabilité d'espèces et qui vont devoir être considérés pour l'adaptation des végétaux, mais aussi on voit la capacité de ces espaces à, à maintenir les conditions de productivité. Donc là, on peut se poser des questions sur la condition sanitaire des écosystèmes et pas uniquement de la composition et de la structure. Donc on voit, ce type de modèle nous permet de valider que le processus d'adaptation des écosystèmes au changement climatique, c'est hyper complexe. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et évidemment, il y a beaucoup de différenciations par rapport à la vision qu'on peut avoir si c'est écologique, si c'est productif, si c'est d'exploitation, si c'est des conservations. Mais dans tous les cas, les données nous permettent d'adapter. Et il faut, je répète ça parce que ça me paraît très important, il faut considérer l'incertitude dans la prise de décision. On ne peut pas considérer que le monde, Maxime l'expliquait très bien, aujourd'hui, les conditions linéaires, on ne peut pas la pensée linéaire ni la matérialité, on ne peut pas la voir de cette manière, on ne peut pas la concevoir. Il faut considérer qu'il y a une incertitude et que le processus d'accélération du changement climatique induit encore plus d'incertitude et on doit faire avec. On doit être capable de prendre des décisions même si on n'a pas tous les éléments, parce que les tendances sont claires et ce qu'on voit de manière concrète, c'est que l'estimation, les scénarios sont souvent sous-estimés. Et ça, c'est le plus complexe. Le plus complexe, pardon. Suivante. Et là, je passe la parole à Nicolas. Et du coup, là, un exemple un peu pour montrer la façon dont on va présenter les résultats. Donc, la modélisation, c'est un processus qui consiste à créer une représentation simplifiée et abstraite d'un système, d'un phénomène, d'une situation réelle. Donc là, vous l'avez compris avec l'exposé de Guillermo, c'est très complexe. Et nous, notre rôle aussi en bout de course, c'est de présenter des résultats qui vont être compréhensibles pour des équipes techniques, des fois pour des élus, pour des conseils d'administration, afin de prendre des décisions. Donc, ce qui est important, c'est voilà, c'est de modéliser les résultats et d'avoir des données cartographiques comme on peut soumettre. Donc là, c'est des données sur le modèle d'évapotranspiration de Turc, dont on sait que l'évapotranspiration va augmenter avec le changement climatique. Et l'idée, en fait, donc là, bon, c'est une donnée climatique, mais ça aurait aussi pu être un résultat, par exemple, sur la probabilité de présence d'une espèce végétale, donc le peuplier ou le châtaignier, par exemple. Et donc, l'idée, c'est vraiment que la personne qui doit prendre la décision s'appuie sur ces résultats pour prendre les bonnes décisions et puisse anticiper aussi. Donc, on présente toujours les résultats avec plusieurs scénarios, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs scénarios qui existent. Et en fait, ni nous, ni la personne qui va récolter les résultats ne va être responsable finalement de la trajectoire qu'on va prendre, parce que ça va être le fruit de décisions et d'actions collectives, donc à l'échelle mondiale, à l'échelle de pays, qui vont nous faire basculer dans une trajectoire ou dans une autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs résultats selon plusieurs scénarios pour permettre aussi de s'adapter au fil du temps. C'est-à-dire que là, c'est des résultats pour 2050. En 2030 et en 2040, on aura déjà une idée plus précise des trajectoires dans lesquelles on se trouve. Et donc, finalement, de la carte à laquelle on va devoir faire attention pour prendre la bonne décision. À ce moment-là, on va pouvoir s'orienter vers une carte ou une autre en fonction de la trajectoire et puis en fonction finalement de notre situation réelle au moment N, qui nous permettra d'anticiper un petit peu plus la situation N plus 1. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc là, c'était une modélisation plutôt sur la qualité des zones qu'on va avoir sur une commune. Donc, on se rend compte qu'on passe d'un milieu plutôt humide à un milieu plus aride, avec un scénario le plus catastrophique, on va dire. Donc, tout ça, toutes ces données vont permettre aux élus, donc là, en l'occurrence, de prendre les bonnes décisions.
Le fait que ce soit en cartographie permet aussi de prendre un certain nombre de facteurs, en compte un certain nombre de facteurs, notamment le relief, et on le voit sur la carte de droite. Donc, vous avez des différences d'influence selon la partie du territoire. Donc, en l'occurrence, c'est les parties les plus montagneuses. Donc, c'est intéressant, en fait, dans le cadre de l'aménagement du territoire et de l'occupation des sols, d'avoir ce type de projection, parce que finalement, ce n'est pas blanc ou noir. Ça nous permet aussi de nous orienter dans une partie ou dans une autre du territoire, de la parcelle ou d'un site, par exemple, si on parle d'un industriel. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Merci, Maxime. Et donc, ces données elles vont nous permettre finalement d'intervenir dans plusieurs domaines. Donc là, on a parlé plutôt de la végétation, donc le choix des essences végétales dans le cadre de projets, dans le cadre aussi de végétalisation des villes. C'est aussi le cas de l'agriculture. Donc, on l'a vu avec le vin, où on va pouvoir avoir une idée des rendements de demain. Ça va pouvoir nous aiguiller sur le choix des cultures, aussi les endroits où on va les mettre. Par exemple, si je prends l'exemple du châtaignier, avec les études qu'on a livrées à la collectivité, ils se rendent compte que ils vont devoir planter 200 mètres plus haut s'ils veulent avoir plus de chances de survie et de probabilité de retrouver l'essence. Ce qui fait que voilà, si demain il y a un projet de mettre en place ce type d'agriculture, ils savent à quel endroit du territoire ils vont devoir plutôt s'orienter. Donc ça permet aussi de travailler sur l'urbain, les îlots de chaleur notamment, travailler sur les risques, donc sanitaires, incendies, retrait et gonflement d'argile. Donc sur les cartes qu'on vous a présentées précédemment, ça aurait pu être aussi une carte d'évolution du risque, retrait et gonflement d'argile par exemple, avec la carte à l'instant T, donc avec les risques, et puis les cartes T plus 1 selon les scénarios, avec l'évaluation des risques retrait et gonflement d'argile. Ça peut être aussi intéressant pour l'aménagement du territoire. Risque sanitaire, on a travaillé en Afrique du Sud notamment sur la propagation d'un virus qui est faite par des moustiques. Donc, on peut avoir aussi ce type d'informations avec la modélisation. On a travaillé aussi sur la propagation de la maladie de Lyme, les conséquences du changement climatique sur cette propagation en Europe. On peut travailler aussi à l'échelle d'un site industriel. Je prends l'exemple, par exemple, du choix d'implantation d'une colonne de refroidissement. Donc voilà, si c'est un site assez vaste avec des reliefs ou je dirais, des conditions géographiques un peu différentes selon l'endroit où on se place sur le site, la modélisation peut être importante. Et après, vu qu'on était tout à l'heure dans la pétrochimie, on peut aussi travailler sur les matières premières, le caoutchouc, par exemple, savoir comment la chaîne finalement de production va être impactée par le changement climatique et où est-ce qu'il va peut-être falloir aller chercher du caoutchouc demain. Donc peut-être pour l'entreprise anticiper, s'ils se fournissent à tel endroit du globe, peut-être aller se fournir à un autre endroit qui sera moins impacté par le changement climatique, ou peut-être l'inverse, un effet d'aubaine, un endroit où aujourd'hui le caoutchouc n'était pas produit et sera produit demain, parce que le changement climatique va apporter de nouvelles caractéristiques, va modifier le climat à certains endroits de la planète. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible pour pouvoir répondre aux questions. Alors du coup, c'est à nous d'aller chercher les questions, c'est ça? Non, on va vous aider. Merci. J'ai juste un petit commentaire. Un petit commentaire qui était insister sur l'effet d'aubaine et d'opportunité aussi par rapport au risque. Il y a toujours un côté, il y a toujours le bon côté avec l'opportunité. On sait aujourd'hui que les vignes vont être vont être soumises à un stress très très important plus on va au sud de la France, mais on sait aujourd'hui qu'on essaie de planter des plantes comme la gouailleule, par exemple, dont tu parlais du caoutchouc naturel. La gouailleule est une alternative, c'est une espèce de petit buisson qui permet aussi de faire du caoutchouc, différent des EVA qu'on trouve en Malaisie,
qu'on trouvait en Malaisie, puis qu'on trouve de plus en plus en Thaïlande, parce qu'il monte, parce qu'il fait trop chaud en Malaisie. Donc, il y a des opportunités aussi de redéfinir les exploitations. Peut-être pour vous aider par rapport aux questions, Nicolas Guillermo, il y en avait une qui m'intéressait, moi, de savoir, c'est très égoïste. Euh, Est-ce on parle de modèles qui ont changé? Est-ce que c'est Thomas qui pose la question particulière que le changement climatique semble s'accélérer? Donc, est-ce qu'il y a des données qui sont trop anciennes et qui peut changer déjà vos modélisations et comment est-ce que ça s'est reflété dans vos, dans vos projets? Oui, tout à fait. Il y a certains modèles qui ont pris, par exemple, on a Guillermo, on ne utilisé. t'entend pas. Ah, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon? Non? Allô, allô? Si, moi je vous Oui? entends. Ah, d'accord. Ouais. C'est bon. Oui, c'est bon. Je disais, Ah, par contre, on a un écho. c'est bon, il y Je a un pense, écho. Maxime, il faudrait que vous fermiez peut-être votre micro. Ah, c'est bon? Ah, Ça a l'air d'être bon là, ouais. ça a l'air bon. Ouais. Je disais que oui, effectivement, il y a certains des modèles qu'on a présentés aujourd'hui qui sont déjà dépassés. On les a présentés par des questions, euh, on va dire, pédagogiques, d'exemplification, parce que c'est des modèles qui montrent euh, simplement le processus. Mais il y a certains scénarios qui aujourd'hui on peut plus utiliser. Par exemple, le scénario RCP 2,6, c'est trop optimiste par rapport à ce qui se passe, surtout en France. Donc, il y a certains cas où on devrait adapter à un modèle plus pessimiste avec un horizon de temporalité aussi différent. Donc, effectivement, le choix de modèle de changement climatique a une influence très importante sur le résultat, évidemment. Ce qui est important à faire aussi remarquer, c'est que l'intérêt d'avoir une série de modèles, c'est très intéressant, c'est très important aussi. Parce que ça nous permet de voir l'évolution, parce que c'est pas blanc et noir. Il y a des effets aussi complexes à comprendre que uniquement en série, on pourra déterminer. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les scénarios le plus optimiste et le plus pessimiste et les scénarios intermédiaires aussi. De cette manière, avoir une série des conditions qui vont évoluer pour nous faire une image plus complète de ce qui pourra arriver dans le territoire. Du coup, pour répondre aussi à la question de Florence, qui nous demande si on peut lui préciser les décisions prises par la commune de Lentillère, du coup, suite à ce diagnostic. Alors, la commune de Lentillère, je ne sais pas exactement, peut-être que, parce qu'on a donné les résultats il n'y a pas longtemps, donc peut-être qu'il y a eu des suites, mais je pourrais pas dire là, s'ils ont tout de suite, s'ils ont déjà pris des décisions en conséquence, peut-être que Guillermo pourra nous le dire. En tout cas, ce que je peux dire déjà, c'est qu'on a un porteur de projet en fait qui a réalisé un projet de restauration de milieux naturels et donc qui a dû choisir des essences d'arbres pour son projet de plusieurs hectares. Et que bah, là, on lui a donc rendu le service entre guillemets, du choix des essences. C'est-à-dire qu'il nous a donné une liste des essences qu'il souhaitait mettre. Et sur cette liste, eh ben, on a pu du coup modéliser les conséquences du changement climatique et affiner son choix. Donc, il y a certaines essences, par exemple, qui ont été retirées de la liste parce qu'elles n'étaient pas résilientes. Et il y a aussi la commune, des actions qu'il a prises. Par exemple, c'était la sensibilisation. On a fait des ateliers participatifs pour la sensibilisation. On a présenté ces données à toute la commune. Il y a eu une grande participation. Et il y a eu l'intérêt pour le développement des projets d'action climatique locale avec des sponsors aussi, comme le supermarché. Et et il y a eu une participation. En tout cas, une sensibilisation était déjà établie. Du coup, ça répond aussi à la question de Solène sur la façon finalement de faire accepter les très mauvaises projections, et les conséquences, on va dire, alarmantes. Et bah, typiquement, avec la commune de Lentillère, on a travaillé après justement sur la digestion de ces informations. C'est-à-dire qu'on a fait une réunion avec les élus, les techniciens,
des techniciens aussi d'autres organismes, hein, comme l'ONF, comme des communautés de communes, et tous les citoyens. Finalement, c'était une réunion publique donc, qui était ouverte à tous et beaucoup de gens sont venus. Et en fait, c'était un premier pas vers l'acceptation finalement des risques du changement climatique dans la mesure où nous, on a présenté les résultats et on ne s'est pas, vu qu'on n'est pas politique mais scientifique, on ne s'est pas du tout censuré dans notre présentation. Et je pense que ça a fonctionné d'un point de vue politique. En tout cas, il y a pas eu voilà, de débat ou, je dirais, d'énervement à ce sujet. Plutôt des questions et des interrogations. Et c'est vrai que, bon, bah, il faut reconnaître que les gens étaient quand même surpris des conséquences que pourrait avoir le changement climatique sur leur territoire. C'est bon, vas-y. Peut-être pour compléter aussi sur ce point, c'est Juliette, c'est vrai que les mauvaises nouvelles font peur. Peut-être que de temps en temps, l'anecdote ou les parallèles peuvent aider à dédramatiser. On dit parfois, prendre une assurance fait pas arriver l'accident. Et là, c'est un petit peu pareil. Je dirais que envisager le pire ne le fait pas arriver, mais permettre que la réponse soit plus adaptée. C'est aussi important de le faire suffisamment tôt. C'est-à-dire que quand on est face au mur et que l'impact il est là, on est sans option. Considérer l'ensemble, la gamme des futurs rend possible l'action. Donc je pense que c'est des choses qui peuvent voilà, de l'anecdote ou en tout cas permettre de dire si on est suffisamment loin, si on anticipe suffisamment, le message il est plus acceptable et puis se rappeler que il y a plein de choses qu'on n'a pas envie d'arriver, mais on s'y prépare quand même et on sait que préparer la réponse, c'est déjà faire que ce soit mieux. Ouais. Et pour abonder dans le même sens, il y a aussi, on le voit aussi quand on fait de l'atténuation, hein, de plus en plus, on s'oriente vers une économie qui est difficile à prévoir pour des tas de raisons. On a vu des projections économiques, par exemple, où les économistes d'une grande banque nous ont dit, mais en fait, aujourd'hui déjà, on ne croit plus au modèle qu'on a, on commence à les manipuler, à introduire des notions plus de scénario. On est beaucoup moins déterministe par rapport à quel sera le chiffre de croissance, qui est quelque chose que les économistes maîtrisent bien. Aujourd'hui, on préfère dire, mais en fait, on aura une croissance entre 1,2 et 2,5, plutôt que de dire elle sera de 1,92, d'être surpréparé pour 1,92 et d'être assez démuni si elle est plus forte ou si elle est très faible. Et ça peut permettre de présenter ces différents scénarios et leur donner un poids, permet de travailler un petit peu différemment qu'en disant un certain nombre des scénarios centraux, entre guillemets, ne vont pas se réaliser ou sont déjà un petit peu effrayants pour un certain nombre de décideurs. Donc voilà, ça permet de dire, ouais, il y a un scénario qui est très dur, donc Solène, moi ce que je ferais un petit peu techniquement, c'est dire, mais en fait, est-ce qu'on teste aussi un scénario qui est très peu probable, mais qui nous fait un peu peur, juste pour vérifier qu'au moins ce qu'on fait par ailleurs ne va pas nous mettre mal nous positionner par rapport à un futur qui serait bien pire que ce qu'on a envisagé. Il y a une question aussi sur le prix des études et qui paye. C'est une question assez intéressante dans la mesure où bah, c'est la personne qui pose la question, finalement, qui paye. Bah, il y a peut-être des subventions, des systèmes de subventions, en tout cas pour les collectivités, mais en tout cas, c'est le client hein, qui va payer l'étude. Le coût de l'étude va dépendre des sujets, des surfaces aussi qui vont être étudiées. Donc, c'est assez difficile de répondre précisément. On va dire on va dire que ça part à une dizaine de milliers d'euros, à une centaine de milliers d'euros. Donc, ça peut paraître coûteux. Et après, par rapport aux services que ça va rendre et aux économies que ça peut engendrer, si l'adaptation est, est faite et qu'on évite certaines conséquences du changement climatique, je pense aussi que certains économistes jugeraient ça peu coûteux. Donc, c'est un peu difficile de répondre, c'est un peu subjectif de dire si c'est coûteux ou pas. Mais bon, j'ai essayé de vous donner une tranche de prix et de répondre à la question quand même. Et peut-être par rapport à ça, sous forme un peu de plaisanterie, on disait souvent, je me souviens d'une publicité, je crois que c'était Caterpillar, qui disait si vous pensez que la sécurité coûte cher, essayez un accident. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui parle un peu aux entreprises.
Nous, on travaille avec des gens qui ont du mal à faire passer le bilan carbone, qui ont eu du mal à s'engager dans des programmes de circularité. Et en fait, ce qui a marché avec le DAF, c'est de lui dire, mais en fait, c'est un risque. Et c'est un risque assurantiel. Le contexte est en train de se mettre en place tel que de toute façon, on va être obligé de faire quelque chose. Et ça permet de mieux financer ces études parce que finalement, on va chercher le budget du risque plutôt que le budget d'amélioration continue. Et parfois, il y a plus d'appétence de ce côté-là. Donc, c'est un peu surprenant. C'est pas tout à fait cohérent avec ce qu'on voit aujourd'hui, où l'adaptation est en retard par rapport à l'atténuation, mais c'est malgré tout un des leviers qu'on peut utiliser d'un point de vue transformationnel et pour entraîner les organisations. Est-ce que vous souhaitez prendre encore une question avant la fin? Bon, on peut peut-être prendre, Guillermo, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la question sur les bases de données utilisées pour les Ah, scénarios ou la modélisation. oui, bien sûr. Alors, ça dépend. On a plusieurs bases de données, certains qui sont à nous, d'autres qui sont d'utilisation publique et qu'on adapte pour les études. En tout cas, ce que c'est complètement à nous, c'est l'algorithme pour faire le downscaling, c'est-à-dire la réduction d'échelle des modèles. On utilise des données climatiques qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres de résolution spatiale à 1 kilomètre. Donc, ça dépend. La source originelle des données, c'est une source publique à 1 kilomètre. Ça peut être World Climate, ça peut être Shelsa, ça peut être les données DRIAS de Météo France, qui c'est à 12 kilomètres. Mais ça dépend. Mais nous utilisons une base de données à 1 kilomètre et après, on fait un modèle de spatialisation pour la réduction pour arriver à l'échelle désirée. Et après, on couple avec des différentes bases de données. Il y a la base de données SOFI d'un collègue à nous. Il y a les bases de données de Gebif, qui c'est des bases de données publiques des présences d'espèces planétaires. Et à partir de là, on fait la calibration des données, les étalonnages et les modèles de répartition. Euh, Après, les bases de données de sol, en général, c'est des données de la Commission européenne, quand on parle de l'Europe. Et sinon, on cherche des données publiques et après, on essaie de les adapter. Ce qu'on utilise, c'est la méthode CleanPact. C'est une méthode à nous, développée dans le centre de l'entreprise. Et c'est celle qui nous permet de faire la reproduction de la méthode pour les territoires désirés. Donc Maxime, Juliette, Guillermo et Nicolas, je vous remercie encore une fois. Et Merci. puis, je vais arrêter ce webinaire et je dis à tout le monde à très bientôt. À bientôt, au revoir. Bon appétit. À bientôt, Au revoir. merci. Au Au revoir. revoir.